Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. Je suis Stéphane Alajarin, directeur Clojard 3E et éditeur de la plateforme numérique MyPortal 3E. Pour m'accompagner, David Huschmidt, ingénieur agroalimentaire et expert en traitement d'air de process. Bonjour. Pour vous présenter Clojard en quelques mots, Clojard est une entreprise familiale avec 50 ans d'expérience en frein industriel et traitement d'air de process. On a environ 80% de notre activité qui est en agroalimentaire. Nous avons 50 agences de proximité en France, 14 filiales internationales avec une activité dans plus de 100 pays à travers le monde. L'enjeu pour vous, industriels de l'agroalimentaire, est de tendre vers la performance et l'efficience énergétique. Cela reste un besoin industriel, parfois pour répondre à des contraintes réglementaires, mais aussi de plus en plus une demande des consommateurs. Ces 4 dernières années, la rénovation de la production d'énergie froid et chaud a permis de disposer d'outils industriels plus efficaces, moins consommateurs et surtout de moins en moins carbonés. Depuis notre plateforme numérique, nous constatons une baisse d'environ 20% des émissions CO2, dont 80% sont liées à la baisse de la consommation des énergies fossiles et près de 15% sur le remplacement des fluides frigorigènes. À l'inverse, on constate une légère augmentation de la consommation électrique, essentiellement liée à la mise en place de pompes à chaleur en remplacement de chaudières. Cette mise à niveau technique et technologique permet de pouvoir faire face aux augmentations du coût d'énergie et aux obligations réglementaires liées au climat. Votre challenge, pouvoir nourrir la planète avec une usine sobre en énergie ou en ressources naturelles, décarbonée et donc respectueuse de l'environnement pour les générations actuelles et futures. Pour aller plus loin dans l'optimisation, il faut consommer mieux, en remettant le produit alimentaire au cœur des enjeux. Chez Clojard, nous pensons intimement que vous pouvez consommer moins et consommer mieux, et s'inscrire dans la tendance Clean Label, en adaptant bien évidemment vos objectifs aux attentes de vos consommateurs. Cela reste un enjeu ambitieux qui nous oblige à revoir nos modèles et notre manière d'appréhender les investissements. Mais est-ce suffisant pour être compétitif, sobre et avoir la qualité de produit attendue? Si la production d'énergie frigorifique et calorifique reste un prérequis, ce qui est certain, c'est qu'un produit de mauvaise qualité consomme peu d'énergie en comparaison avec un produit alimentaire de qualité. David, avec l'analyse de données, je constate par exemple une mesure de plus en plus présente, le suivi de la freinte ou même le pilotage par la perte de poids. Peux-tu nous expliquer l'apport de cette mesure pour la consommation énergétique et la qualité des produits? Oui, Stéphane, bien sûr. Alors, la maîtrise et le contrôle de la perte de poids est essentiel sur certains procédés en agroalimentaire. Alors, si on prend l'exemple du séchage ou de la maturation en salaison, donc pour des produits tels que les saucissons ou les jambons secs, ou même également le séchage de pâtes lactiques en fromagerie, eh bien, l'ensemble de ces process mettent tous en œuvre des systèmes thermodynamiques, donc qui associent de la production de froid et de la production de chaud, donc qui sont consommateurs d'énergie, et qui permettent d'assurer la déshumidification de l'air ambiant pour prendre progressivement l'humidité des produits, et ce sur des temps de cycle qui peuvent être très variables, puisque dans le cas d'étuvage saucisson, on est sur quelques jours, voire quelques semaines. Sur des procédés jambon, on est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, sur certains procédés fromagers, on est sur quelques heures pour répondre à des contraintes de cahier des charges IGP, comme les poisses, par exemple. Donc, ces systèmes consomment beaucoup d'énergie, mais bien sont utiles au process. Donc, autre exemple aussi, si nous prenons l'affinage de fromage ou la conservation en atmosphère contrôlée de fruits, tels que les pommes. Donc là, on est plutôt dans des applications de longue conservation. Eh bien, dans ce cas-là, on va chercher à limiter au maximum la perte de poids, donc les freintes en fait, qui sont cette fois-ci subies. Alors pourquoi? Parce que c'est une perte matière et donc une perte de rendement, mais aussi une dégradation qualitative. Donc dans ces deux cas de figure, le cas du séchage et le cas de la maîtrise de la freinte, eh bien la mesure en temps réel et en continu de la perte de poids permet de suivre beaucoup plus précisément l'impact des installations de traitement d'air sur la qualité des produits tout au long du process et de pouvoir challenger les engagements énergétiques qui y sont associés. Alors, elle permet dans le cas du séchage de suivre les performances des installations. Alors, un ratio simple qui pourrait être tiré de capteurs associés à des portails, c'est des mesures en temps réel de kilowattheure électrique par litre d'eau déshumidifiée. Et on peut ainsi aboutir à des notions de COP machines, comme en parallèle aux COP compresseurs, qui sont bien connus dans le métier, et bien des COP sur les machines de process. Donc, en définitive, de s'engager sur un résultat attendu, aussi bien d'un point de vue qualité produit que la consommation énergétique qui est associée aux phases de process. Alors, en pratique, ces deux process doivent être conduits de manière très fine. C'est ce que l'on voit sur la courbe qui apparaît ici à l'écran.
et en pleine connaissance du comportement instantané du produit, puisque un séchage ne va pas se faire de manière linéaire ou identique sur l'ensemble du temps du cycle. Alors, si on prend le séchage, par exemple, s'il est trop rapide, notamment en début de cycle, on va observer un croûtage superficiel qui va bloquer le passage de l'humidité, et on va donc faire travailler les installations pour rien. À l'inverse, s'il est trop lent, ça peut entraîner des risques de dégradation de produits. Alors des dégradations qui sont de l'ordre qualitatif, du poissage superficiel ou de la dégradation microbiologique, ce qui est beaucoup plus grave. Et donc la conduite en relation avec une cinétique type peut apparaître essentielle lorsque l'on souhaite optimiser la conduite des installations. Après, n'oublions pas que les produits sont vivants et ce qui est vrai pour un batch de fabrication n'est pas forcément vrai pour l'autre. Donc il faut mettre suffisamment d'intelligence dans la réactivité ou dans la proactivité qu'on peut mettre dans la conduite via les différents organes de pilotage. Donc, il devient possible, effectivement, d'introduire des outils d'aide à la conduite permettant un pilotage beaucoup plus précis, plus anticipatif, et par exemple, la mesure en continu de l'eau enlevée au produit est un facteur intéressant, effectivement. Alors, nous avons pu, d'un point de vue cette fois-ci énergétique, constater que sur des installations de séchage en fonctionnement, des engagements de marche froid et de chaud à 100% de la capacité des installations et pour autant quasiment aucune déshumidification sur la batterie froide. Donc dans ces cas-là, on est sur une capacité de séchage des produits qui est extrêmement réduite et pour autant elle est associée avec une dépense énergétique qui peut être importante, mais surtout qui dans ce cas-là est inutile. Alors de la même manière, il y a d'autres moyens pour optimiser ces process, notamment le pilotage de la ventilation qui peut être plus ou moins forte, en y associant des phases de repos, des phases de travail, et qui permet au produit de se réhomogénéiser, d'attendre que le transfert d'humidité entre le cœur et la surface puisse s'équilibrer. Toutes ces variables permettent d'apporter l'énergie en quantité juste suffisante, au bon moment, c'est-à-dire lorsque le produit est prêt à travailler, pour aller vers un pilotage qualitatif, mais aussi plus sobre énergétiquement. Merci pour ces explications. Finalement, est-ce qu'on peut faire le lien avec les indicateurs de performance qu'on suit de plus en plus, à savoir l'énergie thermique apportée au produit, par tonne de produit? Par énergie thermique, j'entends bien l'énergie qu'on a transmise au produit par le traitement d'air. Alors oui, là, on prend effectivement cette fois-ci l'exemple de procédés thermiques. Alors, il y a deux opérations qui sont très énergivores en industrie agroalimentaire et qui sont justement purement thermiques et qui sont en lien avec la maîtrise de la chaîne du froid, qui sont le refroidissement rapide et les procédés de surgélation. Alors, ces deux procédés mettent en œuvre des besoins énergétiques qui sont effectivement très importants. Alors, pourquoi? Déjà parce que, premièrement, la cadence et les capacités de lignes de production sont souvent liées à des très gros tonnages, notamment sur des lignes continues qui peuvent être associées à des temps d'exploitation qui sont longs, donc 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Des températures d'ambiance, pour assurer le refroidissement et la surgélation qui sont très basses ou potentiellement très basses, pour assurer les températures cibles à atteinte. Alors, par exemple, l'air est soufflé à moins 35, moins 36 pour surgeler des produits à moins 18. Et atteindre ces niveaux de température-là, donc la basse température, coûte très cher énergétiquement. À titre d'exemple, moins 1 degré d'évaporation correspond à plus 3% d'énergie. Donc on se rend compte qu'effectivement, challenger ces niveaux de température peut conduire à des économies d'énergie absolument substantielles. Et enfin, la troisième raison, c'est que ces systèmes mettent en œuvre souvent des très fortes ventilations pour assurer le transfert thermique le plus rapidement possible, et souvent avec de grosses puissances électriques installées sur les moteurs de ventilateurs. Alors ces derniers peuvent représenter jusqu'à parfois 30% de la consommation énergétique des refroidisseurs ou des surgélateurs, ce qui est extrêmement significatif. Alors pour illustrer les enjeux, prenons l'exemple d'un produit à refroidir. On va superposer sur une vidéo là. Donc l'énergie froide, c'est un exemple d'un procédé de refroidissement d'un yaourt par exemple, un produit laitier frais, donc étuvé ou brassé. Donc l'énergie froide est transmise à la surface de ce produit par l'air ambiant, donc qui va être pulsé à haute vitesse dans des tunnels de refroidissement. Alors l'échange thermique se fait d'abord par la surface, par convection, puis lentement va migrer au cœur par conduction. Alors tous les produits n'ont pas le même comportement et j'allais dire presque ne sont pas égaux devant le transfert thermique. Certains seront très conductifs, c'est-à-dire vont absorber très facilement la chaleur, donc les petits produits,
plutôt denses, qui comportent beaucoup d'humidité, avec un très bon coefficient d'échange thermique. D'autres seront très peu conductifs, voire quasiment isolants. Alors c'est par exemple les gros formats, les produits en palette, les produits en carton, les produits en caissettes plastique, les produits à forte teneur en matière grasse, des produits type mousse aussi, qui sont des émulsions avec de l'air, donc qui, eux, vont avoir de la difficulté à absorber les volants de froid que l'on souhaite leur communiquer. Or, une règle couramment et historiquement admise sur ces process, aussi bien par les concepteurs, les installateurs, que par les exploitants industriels, est que pour aller vite, eh bien, il faut aller fort et tout le temps. Voilà. Sauf que si on regarde d'un peu plus près, lorsque les transferts convectifs, donc à l'extérieur des produits, ont été mis en place, eh bien, on peut bénéficier de temps pour accompagner le transfert à cœur et commencer à piloter un peu plus sobrement l'installation. Alors, en adaptant les bonnes conditions de température, de vitesse d'air autour des produits et aussi en mesurant en temps réel l'énergie qui va être transmise au produit, alors on est capable de déterminer, j'allais presque dire à chaque instant de son cycle, son réel besoin énergétique. Donc dans ce cas-là, on ne pilote plus fort tout le temps, mais on vient doser au plus juste ce que le produit peut ou doit absorber. Alors là aussi, Stéphane, par l'intermédiaire des indicateurs, il devient donc possible de suivre la quantité d'énergie en temps réel qui est transmise au produit ou que le produit absorbe réellement et d'ajuster là aussi en temps réel les conditions de débit d'air et de température, voire même d'anticiper un arrêt de cycle sur un comptage d'énergie. Donc dans ce cas-là, on intègre alors la double dimension, le consommer moins et aussi le consommer mieux. Merci David. Je constate une autre donnée qui progresse fortement, les vitesses d'écoulement d'air dans le cadre d'une gestion des flux d'air contrôlés au sein du site de fabrication. Ce qui est surprenant, c'est que selon les cas, l'évolution de la consommation d'énergie sur ce périmètre est diamétralement différente. Dans beaucoup de cas, on constate plutôt une augmentation assez importante de la consommation et dans d'autres cas, une baisse non négligeable. Par contre, dans les deux cas, on constate plutôt une amélioration du rendement en kilowattheure par tonne de produits consommables. Tu as une explication à ce constat ? Alors, effectivement, Stéphane, les situations sont très contrastées en ce qui concerne la gestion des flux d'air. Alors, déjà en introduction, donc, qu'est-ce qu'une gestion de flux d'air? Qu'est-ce qu'une GFA? Une GFA va s'attacher à mettre en cohérence les écoulements de flux d'air avec les flux produits, les flux de personnel, les flux matières, dans un cadre de critères HACCP. Donc, des zones les plus propres ou les plus critiques vers les zones les moins critiques de l'usine. Donc, sa maîtrise passe par la mise en œuvre de systèmes de ventilation qui associent d'un côté de l'apport d'air neuf extérieur qui va être refroidi, déshumidifié, souvent filtré en ultra-propreté, qui consomme de l'énergie et qui va servir à mettre les usines en cascade de surpression. Le deuxième point, c'est que ces systèmes sont également associés à des systèmes d'extraction qui sont souvent mis à la source, donc des extracteurs d'humidité dans les laveries, des extracteurs thermiques dans les locaux fours, des extracteurs de poussière dans les locaux en poussière, et que donc l'équilibre entre cet apport d'air neuf et ces extractions vont constituer une bonne ou une mauvaise GFA, entre guillemets. Alors, si on considère deux cas extrêmes d'un point de vue consommation énergétique, prenons le premier cas extrême, celui d'une GFA qui est non maîtrisée. Alors, dans ce cas, c'est assez simple puisque, en définitive, il va y avoir peu d'équipements aéroliques et frigorifiques mis en œuvre pour assurer la bonne gestion des flux d'air, c'est-à-dire donc les écoulements d'air entre les salles qui soient suffisamment robustes aux perturbations et suffisamment, on va dire, stables dans le temps. C'est la définition d'une gestion des flux d'air réussie. Le premier risque dans ce cas, c'est un risque clairement d'aérocontamination sur les produits sensibles, puisque les flux ne sont pas maîtrisés. Alors, un deuxième effet sur ces usines en situation de subir des flux non maîtrisés, c'est qu'elles sont très souvent, on le constate par l'intermédiaire des audits qui peuvent être réalisés, elles sont très souvent globalement en dépression. Alors pourquoi? Parce que ça s'explique souvent par l'ajout progressif d'extracteurs non compensés en air neuf. Alors on rajoute un extracteur de poussière, on rajoute un extracteur de chaleur pour le confort du personnel. Et en fait, les situations deviennent potentiellement dérivantes. Donc ces usines-là vont être potentiellement soumises à des entrées d'air extérieures avec pour conséquence une surconsommation frigorifique qui peut être saisonnière, qui peut être tout le temps ou qui peut être saisonnière, en été notamment, lorsque les températures extérieures sont plutôt chaudes ou lors des intersaisons humides. Alors le deuxième cas extrême, c'est celui d'une GFA qui est maîtrisée, mais non optimisée.
Alors dans ce cas, eh bien, on met en œuvre des quantités d'air neuf de surpression importantes pour bénéficier d'une garantie en toutes conditions d'une gestion des flux d'air qui soit, encore une fois, robuste et stable. Alors cette situation, elle est centrée sur la gestion de risque, mais elle impose une sollicitation importante des systèmes climatiques de préparation d'air neuf et donc une consommation énergétique associée qui est plutôt importante. Et bien sûr, entre ces deux cas extrêmes, il y a de nombreux cas intermédiaires qui permettent d'expliquer ces incohérences que tu constates, Stéphane, sur les plateformes. Alors, en ce qui concerne la gestion des flux d'air, la difficulté, c'est de rendre visible ce qui est invisible, bien sûr, parce qu'en l'occurrence, la gestion et l'écoulement d'un courant d'air dans une usine, ça peut sembler complexe à matérialiser dans le quotidien d'exploitation d'une usine, mais là aussi, des outils connectés existent pour réaliser de la mesure et faire de la remontée de données en temps réel et assurer de la traçabilité. Et du correctif. Et du correctif, ouais. Donc voilà, donc ils permettent de challenger un cas optimal, du coup, qui est le cas d'une gestion des flux d'air optimisée. Et aujourd'hui, il est possible d'associer un pilotage dynamique d'une GFA. Alors, quand on dit pilotage dynamique, voilà, ce sont des actions correctives, anticipatrices en permanence. Et tous ces algorithmes, eh bien, vont chercher la réduction permanente des quantités d'air neuf qui sont mis en œuvre dans les bâtiments. Alors, on va prendre quelques secondes peut-être pour solliciter les spectateurs par l'intermédiaire d'un questionnaire. Alors, justement, sur ce sujet de la gestion des flux d'air. Et vous, donc, avez-vous une idée plus ou moins précise de la gestion des flux d'air dans vos ateliers ou dans vos usines? Alors, nous vous laissons quelques secondes pour répondre à ce micro-sondage. De quelle gestion des flux d'air disposez-vous au sein de votre usine? Donc, d'une gestion des flux d'air non maîtrisée, d'une gestion des flux d'air non optimisée, d'une GFA optimisée. Alors, vous ne savez pas, il y a aussi plein de cas de figure où la gestion des flux d'air reste un mystère sur certaines usines, ou alors vous n'êtes pas concerné par ces problématiques dans votre quotidien d'exploitant. Voilà, donc on vous laisse quelques secondes pour répondre. La tendance, c'est 33% non concernés, 25% avec une GFA non optimisée, 17% sur une GFA non maîtrisée et 17% qui ne sait pas. D'accord. Voilà. Et il y a 8% quand même qui pensent qu'il a une GFA optimisée. D'accord. Enfin, qui pensent ou qu'il a une GFA optimisée. Donc sur ce sujet, Stéphane, j'ai également une autre interrogation pour revenir à la surconsommation énergétique que tu observes dans certains cas par l'intermédiaire des plateformes et des portails. C'est est-ce que cette surconsommation ne peut-elle pas être liée également à des besoins de chauffage de l'air des bâtiments? Effectivement, David, je confirme que la source de chaleur utilisée est un facteur impactant sur ta consommation d'énergie et ton impact carbone. Je vais m'expliquer en prenant l'exemple d'un site industriel de l'agroalimentaire qui fabrique des produits secs. De par le process, l'usine se trouvait en dépression. La problématique n'était pas bactériologique ni qualité produit, comme tu viens de nous l'expliquer, mais plutôt sociétale, avec deux inconvénients majeurs. Le premier était un inconfort pour le personnel d'exploitation, avec des courants d'air froid en hiver. Et le deuxième, la présence de moustiques en été. Il était donc difficile d'engager des travaux car le coût de chauffage de l'air neuf avec la chaudière vapeur du site allait devenir trop important. Après analyse des profils de consommation et de rejet fatal, la solution qui a été trouvée était de mettre le site en surpression avec un système de filtration d'air pour maîtriser l'air qui allait rentrer sur le site et donc éviter les nuisibles, mais surtout de chauffer les 300 000 m3 d'air neuf grâce au recyclage de la chaleur, rejet d'effluents du réseau de vapeur, donc avec la récupération finalement sur des effluents liquides, les compresseurs d'air, la production de froid et certains points de rejet du process qui était chargé en particules. Un peu comme une logique de tri sélectif. Les gains sont colossaux. Aussi bien au coût évité, une économie évitée d'environ 250 000 € par an, mais aussi et surtout en émissions de CO2 évitées. L'équivalent en émissions de chauffage de 1600 habitants. Sans compter l'aspect sociétal avec des collaborateurs qui étaient contents. Comment s'expliquent ces gains? Tout simplement car au lieu de chauffer avec la chaudière vapeur du site, nous avons chauffé avec le rejet de réseau fatal. L'énergie mise en œuvre donc deux fois, une première fois pour le process et une deuxième fois gratuitement et sans impact sur la planète pour le chauffage de l'air neuf. Il reste un petit peu de temps. On va passer à un autre exemple pour clôturer un peu, je dirais, la thématique des rejets fatals qui concerne la logique de tri sélectif permettant de faire du recyclage. Dernièrement, nous avons accompagné un industriel de l'agroalimentaire, mais dans la nutrition animale,
Sa problématique était les nuisances riveraines à cause des rejets atmosphériques incommodants. Donc encore une autre thématique un peu particulière. Habituellement, les solutions mises en œuvre sont soit la mise en place de charbon actif pour capter, on va dire, les particules polluantes, soit de mettre des brûleurs qui vont permettre de les détruire. Dans les deux cas, on est plutôt sur un système très carboné, mais aussi onéreux en coût d'exploitation. La solution proposée a été de traiter l'air rejeté par l'usine pour lui enlever les particules odorantes, tout en produisant de la chaleur, en mettant un appareil cyclonique permettant de condenser les vapeurs rejetées vers l'extérieur et de produire de la chaleur grâce à une pompe à chaleur. Et donc, ça nous a permis de chauffer le site, mais aussi d'économiser l'équivalent de 20 fois la charge de charbon actif du site. La régulation s'appuie sur la mesure du rejet atmosphérique, mais aussi sur la perception des riverains. Ces derniers disposent d'une application pour indiquer quand il y a des odeurs incommodantes et permet donc d'influencer le traitement. Grâce à l'apprentissage de l'habitude de vie des riverains et de l'activité du site, le système adapte le traitement pour être le plus sobre possible. Cela devient une vraie démarche environnementale et sociétale qui permet de changer totalement de paradigme. Le CP3E est né, un engagement à la fois énergétique, environnemental, mais aussi sociétal. Si on veut aujourd'hui faire face à l'augmentation du coût de l'énergie, s'inscrire dans une logique de décarbonation et viser la performance et l'efficience énergétique, les industriels ont plusieurs leviers à leur disposition. Premier levier, consommer moins, avec une production d'énergie efficace et adaptée. Deuxième levier, consommer mieux, au plus juste, sans nuire à la qualité des produits, voire même en l'augmentant. Troisième levier, maintenir ces niveaux d'exigence et de performance dans le temps. La digitalisation et l'analyse de la data y contribuent fortement et ouvrent le champ des possibles. Clogère l'a bien compris et travaille ces sujets depuis plusieurs années. Une nouvelle ère s'ouvre pour les industries de l'agroalimentaire autour du Clean Label et du Green Label. Clogère est en mesure de vous accompagner pas à pas dans la construction du schéma directeur de votre usine avec une vision 360 qui intègre aussi bien l'optimisation énergétique, la qualité du produit, l'impact environnemental, voire même sociétal de votre usine. Merci à tous pour votre attention. On va passer aux questions. Donc, apparemment, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va tenter d'y répondre sur le temps qui nous reste. Alors, le temps qu'il y ait des questions, peut-être qu'il n'y en aura pas. Juste pour faire un petit rappel sur ce qu'on a pu voir pendant, je dirais, tout ce webinaire. En résumé, on a parlé de l'optimisation de la consommation énergétique autour d'un site industriel, autour du produit, sur un axe autour du séchage autour d'un produit, donc que ça soit un saucisson, un jambon, un fromage, etc. Et donc de pouvoir maîtriser à travers la quantité d'eau perdue, de pouvoir optimiser la consommation en froid et en chaud qu'on va pouvoir utiliser. Donc on est plutôt sur l'utilisation d'énergie et pas sur la production d'énergie. On a parlé aussi de l'optimisation de l'apport d'énergie froid sur des cycles de refroidissement assez exigeants, sur des produits à basse température négative ou à température positive. On a parlé de yaourt, on a parlé aussi de produits surgelés. Donc, c'est un autre axe pour aller optimiser l'utilisation d'énergie qui est mise à disposition par le site. On a évoqué également la gestion des flux d'air. En résumé, c'est comment optimiser la quantité d'air qu'on va introduire sur son site industriel pour aller optimiser, garantir la qualité du produit d'un point de vue bactériologique, mais aussi venir optimiser la consommation d'énergie. Alors, attendez, juste une question. Avez-vous des systèmes de recyclage des eaux de lavage sur le process? Alors oui, bien évidemment, on peut récupérer de l'énergie sur les eaux grises, sur les recyclages d'eau de process. Il suffit juste de bien isoler le bon effluent avec la bonne température pour éviter de le remélanger avec des rejets un peu plus froids. Et ensuite, on met des échangeurs nettoyables, je dirais anti-corrosion, qui permettent d'aller alimenter soit un réseau secondaire pour aller capter cette chaleur, soit d'aller la relever en température avec une pompe à chaleur. Donc, effectivement, on est en mesure de pouvoir proposer ce genre de solution et c'est fait de plus en plus d'ailleurs. Tout ce qui est rejet fatal, c'était là où j'allais en venir après l'R9 et la GFA. La partie récupération de chaleur d'un site industriel qui est par moment une vraie mine d'or où on peut aller optimiser la consommation d'énergie en allant récupérer les rejets fatals, des compresseurs d'air, des effluents comme ça a été demandé à l'instant, de la production de froid, mais aussi de pouvoir aller traiter une problématique d'odeur ou de particules un peu plus, on va dire, polluantes, permettant de gérer un traitement, mais aussi d'aller produire une nouvelle énergie et de la réutiliser sur son site pour optimiser sa consommation de chaleur.
Donc voilà un petit peu le périmètre qu'on a pu balayer sur ce webinaire. Alors, une autre question, donc ça optimise du coup énormément les bassins de rétention. Alors là, je vous avouerai que je n'ai pas la réponse sur cette question sur comment ça optimise le bassin de rétention quand on récupère de la chaleur sur les recyclages d'eau. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà eu des exemples où il a fallu maintenir la température d'eau en sortie de station d'épuration, qui souvent est autour des 30 degrés. Ça permet pas de réduire la consommation d'eau du bassin, mais en tout cas de pouvoir garantir la température en sortie de step, et ça permet d'aller produire de la chaleur, je dirais, derrière. E-streaming n'était pas perturbé par les guichets permettant le passage des produits entre les ateliers. Donc effectivement, oui, je vais peut-être répondre sur ce point-là. Ouais, effectivement, oui. Donc oui, effectivement, l'e-streaming est un capteur qui a été développé pour faire l'identification, le suivi et la traçabilité des flux d'air en fait à l'échelle d'une usine. Donc il se déploie sous l'intermédiaire de plusieurs capteurs qui sont positionnés à différents endroits de l'usine et remontent sur des plateformes. Alors effectivement, ces capteurs ne se mettent pas n'importe où, n'importe comment. Donc il y a toute une démarche préalable de pouvoir identifier le meilleur endroit pour avoir un signal qui soit le plus représentatif possible de la gestion des flux d'air, sans qu'il soit perturbé par des ouvertures de portes ou des passages produits ou des passages personnels. Donc il y a un certain nombre de précautions effectivement à prendre lors de la mise en œuvre du système. Ouais. Et filtrer un peu aussi la donnée pour éviter d'être... Voilà, alors il y a d'autres artifices après, on va dire un peu plus automatisme, lié à de l'automatisme, qui est effectivement de filtrer de la donnée, c'est-à-dire de mettre des tempos d'inhibition pour éviter d'avoir des micro-battements qui sont non significatifs de ce qui se passe dans la réalité des usines. Une autre question, un autre avis, à quelle échéance de temps pour avoir une usine zéro rejet et impact CO2? Alors, très bonne question. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt le challenge et l'objectif absolu qu'il faut que tout le monde arrive à se fixer et à tendre à atteindre. On voit quand même de plus en plus l'émergence de nouvelles technologies permettant de réduire la consommation d'énergie fossile, que ça soit la mise en place de pompes à chaleur ou que ça soit même, on va dire, le gaz qui va peut-être être de plus en plus vert. Je pense qu'il faudra encore une bonne génération devant nous avant d'arriver à tendre à ces rejets-là, mais on change de paradigme. Il y a tout à revoir, il y a tout à réimaginer. Et pourquoi pas avoir autour de sites industriels, je dirais des activités qui se développent pour aller récupérer le maximum de rejets d'énergie qui pourraient être utilisés pour faire d'autres activités que le site, je dirais, d'origine. Voilà, donc c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? On peut pas avoir la garantie qu'on y arrivera, mais si jamais on veut tendre à y arriver, on arrivera au moins à aller vers le plus proche possible du zéro émission CO2. Et je pense que l'être humain est toujours capable de s'adapter et d'être ingénieux. Donc si c'est une vraie volonté que tout le monde va atteindre, il n'y a pas de raison qu'on ne l'atteigne pas. Sous quel délai, c'est difficile à dire. On va arrêter pour aujourd'hui le webinaire. Merci David pour m'avoir accompagné. Merci à tout le monde pour votre écoute et puis à votre disposition par la suite. Au revoir. Au revoir.